L'ouverture du procès de Stéphane Croot, accusé du meurtre de Karine, une jeune fille de 17 ans dont le corps avait été retrouvé partiellement calciné 11 jours après sa disparition. Stéphane Croot encourt la réclusion criminelle à perpétuité. À ses côtés comparaît libre son ex-compagne. La campagne électorale aux États-Unis où tous les coups sont désormais permis, les sondages sont incertains, les deux candidats dans la dernière ligne droite affûtent leurs armes. L'homosexualité de la fille de Dick Cheney, évoquée par John Kerry, a marqué un tournant. Les parents d'élèves, pour élire leurs représentants, disposent pour la première fois du vote du père et de la mère, un nouveau dispositif qui suit l'évolution de la société. En médecine, l'espoir d'un vaccin contre le paludisme, s'il tient toutes ses promesses, ce vaccin pourrait protéger mais aussi traiter des centaines de milliers de personnes qui sont chaque année touchées par cette maladie. À la bougie comme à l'époque de Molière et en version originale, le bourgeois gentilhomme, une version inédite où se mêlent le chant, la danse et le théâtre. Madame, Monsieur, bonsoir. L'affaire à l'époque avait suscité une très vive émotion. 2 ans et demi après les faits, Stéphane Croot, qui risque la réclusion criminelle à perpétuité, sera jugé par la cour d'assises de la Moselle pour le meurtre de Karine, 17 ans, disparue un dimanche alors qu'elle faisait du vélo. Son corps sera retrouvé partiellement brûlé. Une affaire sordide où l'on retrouve à côté de l'accusé son ancienne compagne qui comparaît libre pour destruction de preuves. L'accusé a toujours affirmé qu'il s'agissait d'une mort accidentelle. Les parents de Karine attendent que justice soit rendue. Agnès Gardet, Guillaume Viard. Le visage à peine marqué, le regard presque provocateur, Stéphane Croot, 26 ans, affronte les objectifs sans ciller. Pour la première fois, il fait face aux parents de Karine, sa victime. Il est accusé de l'avoir séquestrée, violée et tuée. Un peu à l'écart, Péroline Garino, son ex-compagne, est bien moins sûre d'elle que par le passé. Elle est renvoyée devant cette cour pour avoir aidé Stéphane Croot à faire disparaître le corps de la lycéenne. Dans la salle, les scellés, étrange vision que celle de ce vélo, c'était celui de Karine Schaaf. Le 22 juillet 2001, elle roulait sur cette petite route de campagne près de Beach. Percutée par un automobiliste, son corps est retrouvé 8 jours plus tard, à moitié nu, calciné. Le conducteur Stéphane Croot, 23 ans à l'époque, avoue d'une phrase « Je suis l'auteur des faits, mais c'est un accident ». Il a toujours dit que le départ de cette affaire, c'est un accident de la circulation. C'est involontairement qu'il a renversé Mademoiselle Schaaf. Les parents de Karine n'y ont jamais cru, persuadés que le viol de leur fille est le mobile du crime. D'après ce qui a été prouvé, c'est pas un accident. Il avait prévu son coup. Vous attendez quoi, monsieur? Qu'il ne se ressorte plus jamais. Né de père inconnu, abandonné par sa mère, Stéphane Croot n'a jamais voulu de l'amour de ses parents adoptifs. Un enfant en souffrance, c'est ce qu'ils sont venus dire à la barre, sans jamais évoquer ni les faits, ni la victime. Ils n'ont même pas eu un mot pour dire qu'ils avaient eu un choc pour la malheureuse, pour ma fille. Psychologues et psychiatres devraient lundi aller encore plus loin dans l'examen de personnalité des deux accusés. À l'époque, un couple immature, à la dérive. Péroline Garino encourt 3 ans de prison. Son ex-compagnon, la réclusion criminelle à perpétuité. Les chiffres de la violence scolaire sont en hausse pour l'année 2003-2004. Publiés par le ministère de l'Éducation, ils recensent plus de 81 000 actes d'une gravité en fait très diverse. Au total, une augmentation de 13% dans les lycées-collèges. Un chiffre qui s'explique peut-être en partie par le signalement de ces actes autrefois passés en fait sous silence. Ceci nous amène à ces initiatives destinées à inverser la tendance. Comment éviter ou empêcher ces actes de violence, ces incidents qui vont de l'insulte, la violence physique, aux menaces graves ou encore aux tentatives de raquettes. Voyons cet exemple dans un collège de Seine-et-Marne où ce sont les gendarmes qui vont au contact avec les élèves. Nabila Tabouri, Didier Morel. Est-ce que certains ou certaines d'entre vous s'estiment victimes de moqueries? Deux gendarmes à la place du professeur d'histoire géo, pas banal pour ces élèves de 6e. Le collège, c'est tout nouveau pour eux. Première victime des violences, on leur explique que cela commence par des petites choses, des moqueries par exemple. Moi, il y en a qui me disent que j'ai les dents jaunes, j'ai mis ma tête au fond des toilettes. Des moqueries qui à la longue deviennent du harcèlement très mal vécu par les victimes. Et là, la réponse des gendarmes est très claire. Je me moque de lui. Le premier réflexe à avoir, c'est d'en parler quand vous êtes à l'école à votre professeur. Les deux gendarmes appartiennent à la brigade de prévention de la délinquance juvénile. Cette cellule intervient depuis 6 ans dans les établissements scolaires sur des thèmes de violence méconnus des élèves. Avoir des heures de colle. J'ai appris que d'insulter les autres et tout ça, ça pouvait amener à des conséquences très graves. Et qu'il fallait pas les insulter, qu'il fallait pas leur demander des trucs qui les appartenaient. L'incivilité,
Je savais pas ce que ça voulait dire avant. Le racket, je savais pas trop ce que c'était en fait. Par contre, si sa cassette est intéressante, je lui dis tiens, elle est bien ta cassette, je voudrais bien la récupérer. Tu me la donnes ou sinon, je te casse un bras par exemple. On est dans une phase de racket. Les élèves auront aussi appris les sanctions et les peines encourues pour chaque acte de violence. Un cours d'éducation civique qui semble porter ses fruits. Toute action de prévention, on n'arrive pas à les quantifier en termes de chiffres. Ceci étant, je pense que nos actions ont permis, si ce n'est, ce serait très prétentieux de dire qu'on a permis de faire reculer la délinquance, mais tout du moins, je dirais, à la contenir. Dans ce collège de 600 élèves, la violence est en tout cas en nette diminution. En 2 ans, seulement un conseil de discipline et quelques vols de portables. Toujours en éducation, cette première qui concerne les parents d'élèves. Désormais, chaque parent a une voix, un bulletin de vote pour le père et un pour la mère, qui choisissent donc chaque année leur représentant, un dispositif qui suit l'évolution de la société. Evelyne Goldman. Depuis leur divorce, tout les sépare, tout sauf l'éducation de leur enfant. Voilà pourquoi Caroline remet volontiers à son ex-conjoint les documents nécessaires pour qu'il puisse participer à l'élection des représentants de parents d'élèves. C'est important et pour lui et pour les enfants, que les enfants sachent que leur papa a aussi son idée et s'intéresse à ce qui se passe à l'école. Une élection particulièrement difficile à organiser car les chefs d'établissement manquent parfois d'informations sur le parent qui n'a pas la garde des enfants. En témoignent ces bulletins de vote jamais parvenus à leur destinataire. Voilà les retours. Nous avons envoyé les documents électoraux qui nous sont revenus parce que l'adresse est fausse et nous n'avions pas connaissance du changement d'adresse du parent séparé. Voilà qui complique la tâche des établissements scolaires qui pourtant font leur possible pour s'adapter à une société où l'on divorce de plus en plus. C'est ainsi que les bulletins scolaires sont envoyés en double exemplaire lorsque les parents sont divorcés. Reste une autre doléance, l'école le samedi, un problème pour certaines familles. Ce serait bien que l'éducation nationale revoie un petit peu les choses pour que nous puissions, nous, parents séparés, parents divorcés, récupérer nos enfants dès le vendredi soir et avoir des week-ends complets avec eux. Une doléance qui remet sur le tapis une vieille question, celle de la semaine de 4 jours. La flambée des prix du gazole, les routiers ont obtenu hier différentes mesures du gouvernement pour contrer les effets de la hausse du carburant. Des mesures jugées par certains insuffisantes, comme ces transporteurs routiers qui ont manifesté aujourd'hui devant la maison de Jean-Pierre Raffarin, près de Poitiers. Ils ont laissé leur camion sur place pour poursuivre leur opération escargot jusqu'à la préfecture où une délégation a été reçue. Vous le savez, en dehors des routiers, les marins-pêcheurs et les agriculteurs ont obtenu un coup de pouce pour faire face à l'augmentation des prix du gazole. Dans la foulée, d'autres corporations comme les taxis ou encore les infirmières libérales réclament l'ouverture de négociations. Ils sont nombreux à faire les frais de cette envolée des prix du baril qui, par ailleurs, alimente les caisses de l'État. Le détail, Vincent Fourcade. 2 jours de blocus des ports méditerranéens et les pêcheurs lèvent le siège. Face à la flambée des prix du gazole, le gouvernement lâche du lest. Les pêcheurs bénéficieront, entre autres, d'un allègement de leurs charges. À terre, ce sont les routiers qui montent au créneau. Ils multiplient les blocages et obtiennent notamment un remboursement de la TIPP. Même scénario pour les agriculteurs. Dans les campagnes, la colère monte. Le gouvernement baisse alors leurs taxes sur le gazole. Ils payaient 5,66 centimes d'euros par litre. Ils paieront 1 centime 66 d'euros par litre. Croyez-moi, c'est autre chose que la TIPP flottante comme résultat. La TIPP flottante, instaurée par Lionel Jospin avant d'être supprimée il y a 2 ans. Quand les cours du pétrole augmentaient, l'État baissait les taxes. Les prix étaient alors stabilisés, la TIPP flottante en guise d'amortisseur fiscal. Mais le retour de ce mécanisme n'est pas envisagé par le gouvernement qui prend les dossiers les uns après les autres. Moi je pense qu'il faut faire des réponses profession par profession, voir comment on peut faire pour s'en sortir au mieux. La TIPP flottante réclamée par les socialistes qui dénoncent une gestion trop clientéliste du gouvernement. Là, en ce moment, nous sommes dans une situation où celui qui crie, ou excusez-moi l'expression, qui gueule, il obtient quelque chose. Mais celui qui ne dit rien, eh bien, il continue à payer. Si la TIPP flottante était aujourd'hui appliquée, le prix de l'essence à la pompe pourrait alors baisser de 2 centimes d'euros.
La semaine de la sécurité routière avec une attention toute particulière ce vendredi, journée de départ en week-end. Il y a certes la prévention avec ces campagnes d'information et puis il y a l'autre versant répressif, celui-là qui a fait ses preuves, la peur du gendarme avec la création notamment en Bretagne d'une brigade d'intervention rapide sur les 4 voies. Romuald Bonan, Gabriel Camilla. Tapis dans l'obscurité, ils surviennent là où personne ne les attend. Depuis 2 mois, cette brigade rapide d'intervention, une nouvelle unité de la gendarmerie, s'est appropriée son terrain de chasse. Les 4 voies gratuites qui sillonnent la Bretagne. Des axes que trop d'automobilistes considèrent à tort comme des autoroutes. Ici, la vitesse est limitée à 110 km/h au lieu de 130 sur une autoroute. Et comme vous voyez, comme ce monsieur là, ça ne le dérange pas de rouler à 160 pratiquement, 170 compteur. Pour intervenir souvent à plus de 200 km/h, ces gendarmes ont dû subir des cours de pilotage sur le circuit des 24 heures du Mans. Équipés de véhicules surgonflés, ils traquent les comportements à risque sur ces axes très fréquentés. On a arrêté un automobiliste qui avait fait, lui, 74 km à contresens, ce qui est formidable, ce qui n'arriverait pratiquement pas sur autoroute parce que vous avez le péage et il ne peut pas passer. Mais le quotidien, c'est surtout l'alcool au volant, les excès de vitesse, des conduites dont les auteurs prennent parfois conscience des risques après coup. 135, bon, c'était jouable, on va dire. Bon. La route était dégagée, pas beaucoup de circulation, donc c'est jouable. Mais c'est vrai que c'est trop. Laguna, immatriculé en Angleterre, 127, rouge. En complément des contrôles radars, ces actions plus répressives en matière de sécurité routière menées par cette nouvelle brigade rapide portent déjà leurs fruits. Plus d'une centaine d'infractions relevées juste en matière d'alcoolémie et tout pareil en termes de vitesse. Mais surtout, c'est une présence quotidienne supplémentaire sur ces axes. D'ici quelques semaines, 2 autres brigades rapides d'intervention s'ajouteront sur les 4 voies bretonnes. La rocambolesque aventure du pilote qui a survolé à bord d'un avion volé une partie de l'Île-de-France. Cette aventure, eh bien, elle se termine devant le juge. En comparution immédiate, il a été condamné à 6 mois ferme. Il dormira en prison ce soir. Amaury Guibert, Karine Comazzi. Un homme maître de lui-même, conscient de ce qu'il a fait, condamné à 6 mois ferme. À la barre, le pilote a expliqué avoir voulu se faire plaisir, mais selon son avocat, son acte révèle autre chose. Lorsqu'il descend proche de chez ses parents, il attire aussi l'attention, il cherche à attirer l'attention, c'est manifeste, c'est caractéristique de quelqu'un qui cherche à attirer l'attention. Plus jeune pilote de France, lorsqu'il a eu sa licence, l'homme avait bu 5 bières avant de survoler, sans doute par défi, la maison de son père. S'il a pu y arriver, c'est parce que les petits aéroclubs ne sont pas très protégés. Celui de Coulommiers est isolé, les avions stockés dans un hangar, cadenassé. Mais une fois installés dans un monomoteur, la mise en marche est relativement simple. On repart ici. Et l'avion est prêt. Il y a une procédure à respecter quand même. Après, il faut quand même être pilote, il faut être formé sur un avion, pouvoir décoller avec un avion. Le mettre en route déjà. L'acte n'est donc pas à la portée de tous, loin de là. Pour les responsables de l'aéroclub, renforcer les mesures de sécurité autour des avions ne servirait donc pas à grand-chose. Ça coûterait d'abord trop cher. Et puis quelle est l'utilité? Parce que ce genre d'infraction de voler un avion, moi, à ma souvenance, je vole depuis 86. Je suis breveté depuis 5 ans, 4 ans. C'est la première fois que j'entends qu'on vole un avion. L'incident de mercredi a aussi montré l'efficacité du plan d'alerte. Pour la première fois, un avion de tourisme a été rapidement pris en chasse par un hélicoptère de l'armée avant de se poser à Roissy. C'est sur Internet qu'un proxénète présumé recrutait de jeunes mineurs à un terrain de chasse où tout commence par des conversations feutrées, puis s'établissent des relations amoureuses. La police a mis la main sur cet homme de 28 ans soupçonné d'avoir contraint à se prostituer des adolescentes. Zindine Boudaoud, Jean-François Hoffmann. Le suspect a passé 4 jours face à ces policiers de la brigade des mineurs de Paris. 4 jours pendant lesquels ce jeune homme a fait des aveux complets, expliquant par le menu ses méfaits. L'une de ses victimes l'a dénoncé. Son terrain de chasse favori, c'est Internet. Sur ces sites de discussion très en vogue, les adolescentes sont des proies faciles, comme nous le démontre cet enquêteur. Non, je garde mon pseudo, et puis je vais dire que je suis une fille, que j'ai 13 ans et que j'habite à Paris, par exemple. On va voir ce qui va se passer. Et là, ça mord très vite. Il a 31 ans, il se présente comme un homme, il est à Paris. C'est exactement comme ça que le proxénète présumé a attiré ses victimes, au moins 2 adolescentes d'une quinzaine d'années. Après avoir couché avec elles, il est soupçonné de les avoir prostituées. Il aurait lui-même organisé les rendez-vous en passant des annonces sur un site de rencontre. Pour le client, c'était 200 €. Les parents des jeunes victimes sont tombés des nues.
Il faut absolument être vigilant par rapport à ces enfants. Il faut absolument les mettre au courant de ce qu'ils peuvent rencontrer, de ces mauvaises rencontres qu'ils peuvent faire sur Internet. Il faut aussi surveiller leur approche d'Internet. D'autres adolescentes auraient été victimes du même pédophile présumé, présenté à la justice cet après-midi. Le bâtonnier du barreau de Bordeaux a été mis en examen aujourd'hui pour agression sexuelle après 2 plaintes déposées. Il nie les faits, il a été remis en liberté et placé sous contrôle judiciaire. L'actualité à l'étranger nous ramène une nouvelle fois en Irak. En ce premier jour du Ramadan, l'armée américaine intensifie son offensive autour de Falloujah, cette ville rebelle qui abriterait les activistes de Zarqawi. Bertrand Coq. Un blessé qu'on extrait des décombres au milieu d'une foule en colère. Ce matin comme hier, l'aviation américaine s'en est prise à Falloujah, bastion islamiste et siège de l'insurrection sunnite en Irak. 8 raids en moins de 24 heures, 3 morts aujourd'hui, 5 hier et 2 douzaines de blessés selon les hôpitaux. L'armée américaine affirme cibler les repères du terroriste jordanien Al-Zarqawi, mais c'est souvent la population qui trinque. Voilà le cadeau du Premier ministre alaoui pour le premier jour du Ramadan, 17 hommes devant sa maison détruite. Mercredi, le Premier ministre avait averti les habitants de Falloujah. Livrez-nous Zarqawi et sa bande ou nous déclencherons une grande offensive. Zarqawi, c'est l'ennemi numéro 1 des Américains en Irak. Hier encore, il revendiquait les 2 attentats à l'intérieur de la zone verte. Ce soir, les Marines et l'armée irakienne disent avoir encerclé Falloujah. En avril, les Américains avaient déjà fait le siège de la ville pendant 3 semaines. À Jérusalem, finalement, l'accès à l'esplanade des mosquées libres, sans limitation du nombre de fidèles pour ce premier jour du Ramadan. Sous haute sécurité, plus de 100 000 fidèles sont attendus. Une polémique s'était ouverte ces derniers jours, les autorités israéliennes parlant d'un risque d'effondrement d'une salle de prière. Ariel Sharon avait alors envisagé de n'ouvrir l'esplanade qu'à une partie des fidèles. L'esplanade des mosquées est le 3e lieu saint de l'islam. La campagne électorale aux États-Unis dans sa dernière ligne droite. Après le dernier face-à-face télévisé, les sondages sont incertains. John Kerry semblait l'avoir emporté après le débat, mais apparemment George Bush reprend l'avantage. Dans les 2 camps, on prépare ses dernières armes. Tous les coups sont permis. L'homosexualité de la fille de Dick Cheney, évoquée par le candidat démocrate, a marqué un tournant. Alain Chalvant. Dans la dernière ligne droite de la campagne, attention aux mots qui tuent. John Kerry en sait quelque chose. Interrogé sur la question de l'homosexualité lors du dernier débat, il avait évoqué Mary Cheney, la fille du vice-président, lesbienne déclarée. Je crois que si vous parlez à la fille de Dick Cheney, qui est lesbienne, elle vous dirait que c'est sa nature, et c'est tout. Sur le moment, George Bush n'avait rien trouvé à y redire. Mais Lynn Cheney, la mère de Mary, flaire la faute de goût et l'exploite. Cet homme n'est pas un homme bien. Quel coup politique minable et bon marché. La controverse se retrouve dans tous les journaux. Bien joué. John Kerry finit par publier un communiqué d'excuses. Et pourtant, 10 jours plus tôt, lors du débat des vice-présidents, John Edwards, le colistier de Kerry, avait aussi parlé de Mary Cheney. Et avait reçu pour cela les remerciements du papa. Fini le temps des politesses, tout est bon dans les 2 camps. Ce spot démocrate mettant en scène un soldat de retour d'Irak est limite. Il disait que l'Irak avait quelque chose à voir avec le 11 septembre, mais la connexion n'y était pas. Alors lorsque les gens me demandent où est passé mon bras, je cherche les mots, mais ils n'y sont pas. Ça promet pour les 18 jours qui restent. On peut s'attendre à une fin de campagne sauvage où tous les coups bas seront permis, d'autant qu'aujourd'hui, les 2 candidats sont parfaitement à égalité. Et si l'élection américaine dépassait le cadre des frontières, voici comment l'opinion mondiale se prononcerait. Sont concernés dans cette enquête des pays comme la France, l'Espagne, le Mexique, la Corée du Sud, le Canada, le Japon et d'autres. Alors globalement, les citoyens de 10 pays du monde choisiraient Kerry largement. Un front anti-Bush mené par la France, mais aussi soutenu par des pays comme le Royaume-Uni, qui font pourtant partie de la coalition. L'Australie, qui elle aussi a des troupes en Irak, voterait Kerry. Seuls la Russie et Israël voteraient pour le candidat Bush. Journée noire en Allemagne sur le front de l'emploi. Les salariés du constructeur automobile Opel et de grands groupes de distribution ont du mal à admettre l'annonce d'au moins 15 000 suppressions d'emplois. Une vague de réduction d'effectifs dans un pays où le chômage augmente un peu plus chaque mois. Jérôme Beny, Marine Massin.
Ce fut la nuit la plus longue pour les ouvriers de chez Opel. Cela fait 30 ans que je suis dans cette entreprise et c'est la première fois que je vois des collègues, des adultes, pleurer amèrement. Le verdict de la maison mère, General Motors, est tombé hier soir des États-Unis. 10 000 suppressions d'emplois dans les usines Opel. La production est perturbée par des débrayages. Les ouvriers n'en reviennent pas. Près d'un emploi supprimé sur 3. Leur seul tort, être les plus chers d'Europe. Chez Saab, autre usine rachetée par General Motors, les Suédois, eux, ont été moins durement frappés. Ils coûtent 44% moins cher que les Allemands. Autre secteur en crise, Karstadt, le grand nom de la distribution allemande. La direction a annoncé la cession de près de la moitié de ses 181 magasins et la suppression de 5500 emplois dans cette même journée, que l'on appelle déjà ici le jeudi noir. Sale temps donc pour l'économie allemande, 15 500 suppressions d'emplois dans la journée d'hier et les regards se tournent maintenant vers Volkswagen où la direction essaie d'obtenir des syndicats une réduction de 30% du coût de la main-d'œuvre d'ici à 2011. En France, même s'il ne s'agit que d'un avant-projet de loi sur les restructurations, les partenaires sociaux ont vivement rejeté toute nouvelle définition de licenciements économiques parce qu'il intègre une notion de sauvegarde de la compétitivité. La CGT et la CGC ont claqué la porte. Elsa Palot, Virginie Tumortiki. Le plan social chez Michelin en 1999, tout un symbole, celui des licenciements boursiers. 7500 suppressions de postes prévues en Europe et une action qui gagne plus de 12%. Aujourd'hui, l'avant-projet de loi sur les restructurations relance cette polémique. Les règles de licenciement y sont nettement modifiées. Tout d'abord, la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise pourrait justifier des licenciements économiques. En clair, les actionnaires auraient leur mot à dire. Plusieurs syndicats parlent de concessions faites au patronat. Le gouvernement est aujourd'hui le filet de sécurité du MEDEF. Il lui offre une deuxième chance. Le MEDEF a été retoqué par les syndicats dans la négociation et le gouvernement lui fait un projet de loi sur mesure. C'est totalement inadmissible. Mais pour le gouvernement, il s'agit avant tout de simplifier les règles en vigueur. Ce que nous voulons éviter, moi, très clairement, c'est quoi? C'est des procédures qui n'en finissent jamais, qui ne protègent pas le salarié, qui mettent en difficulté le redressement de l'entreprise et qui n'apportent pas au bout du compte une solution, ni aux salariés, ni à l'entreprise. Autre changement notable, si un salarié refuse une modification de son contrat, comme une mutation, l'entreprise pourrait là aussi demander un licenciement économique. Enfin, les réintégrations judiciaires. En cas d'annulation d'un plan social, le patron pourrait désormais refuser le retour des salariés licenciés, mais il devrait verser des indemnités. En tout cas, le gouvernement veut aller très vite. Il espère soumettre ce texte au Parlement avant la fin du mois. Troisième journée du procès en appel d'Alain Juppé, où nous vous retrouvons, Dominique Verdaillan, pour une audience particulièrement difficile pour l'ancien Premier ministre qui a perdu sa mère la nuit dernière. Néanmoins, il a tenu à répondre aux questions des juges cet après-midi. Oui, Alain Juppé combatif mais malmené. Alors craignant sans doute d'avoir été mal compris mercredi, il insiste. Je n'ai jamais dit, dit-il, que je connaissais l'existence des emplois fictifs. Le déclic est intervenu en 93. Et sans détour de pointer le doigt vers les responsables, autrement dit les trésoriers du RPR, et surtout son ex-directeur de cabinet, Yves Cabana, l'homme qui, vous en souvenez, à Nanterre, avait dit « tout le monde savait ». C'était la cheville ouvrière du RPR, dit Alain Juppé, et il ne m'a rien dit. Alors une défense qui visiblement a hérité la présidente de la Chambre d'appel. Tout le monde savait, sauf vous, c'est quand même stupéfiant, lui dit-elle. Vous avez parfaitement raison, concède Alain Juppé. Est-ce que cela arrangeait tout le monde? Renchérit la magistrate et Alain Juppé de répondre, c'est parce que c'était entré dans les mœurs. Peut-être un mot de cette information qui a agité quelques heures le procès concernant le frère de la présidente qui a travaillé pour Alain Juppé. L'affaire est close maintenant? Écoutez, le président de la Cour d'appel de Versailles a réagi au plus vite. Cette question avait été examinée en son temps il y a plusieurs mois et il a considéré avec Mme Rakhmadou que cela ne mettait pas en doute l'impartialité de cette présidente. Donc, mais je peux vous dire que du côté du parquet général et de la chancellerie, eh bien, on a vécu ça avec beaucoup d'émotion. Il faut dire qu'après les soi-disant pressions sur les juges de Nanterre, la justice n'avait pas besoin de cette nouvelle affaire dans l'affaire. Merci Dominique Verdaillan.
En France a commencé ce matin le premier jour du Ramadan. Pendant un mois, les croyants vont, comme chaque année, s'abstenir de boire et de manger du lever au coucher du soleil. La rupture du jeûne est un moment très attendu. Comme chaque soir, l'occasion de se retrouver autour d'un traditionnel repas en famille. Reportage Elinor Gay, Franck Brisset. C'est Radio Orient qui donne le top. Il est 19h05, la première journée de jeûne du Ramadan vient de s'achever. D'abord les dattes, puis le lait, avant le repas traditionnel. Pour la famille Rami, le Ramadan est un événement spirituel incontournable. C'est le mois pendant lequel le Coran aurait été révélé à Mahomet. Ramadan, c'est sacré. Ramadan, pour nous, c'est quelque chose. C'est le meilleur pilier des 5 piliers de l'islam. Même ferveur pour la nouvelle génération. À 15 ans, Moussine entame son 3e Ramadan. Au collège, tous ses amis musulmans respectent cette prescription de l'islam. On est plus concentré, quoi. Parce qu'on applique les règles, on est plus gentil, on donne aux gens, on est généreux. Quelques heures plus tôt, côté cuisine, ce sont les femmes qui s'activent. Elles aussi jeûnent depuis 6 heures ce matin. On a l'habitude. Dieu qui nous donne un bon courage. Maman, on a l'habitude. Ça vous fait plaisir de préparer? Oui, ça fait plaisir. Partager des repas, se consacrer à la prière. Pendant 29 ou 30 jours, la famille Rami et la grande majorité des musulmans français vont vivre au rythme du Ramadan. En médecine, l'espoir d'un vaccin contre le paludisme. S'il tient toutes ses promesses, ce vaccin pourrait protéger mais aussi traiter ces centaines de milliers d'hommes, de femmes et d'enfants qui sont chaque année touchés par cette maladie. Une étude sur 2000 petits-enfants montre une certaine efficacité. Un essai donc à suivre avec beaucoup d'intérêt. Nathalie Sapena. Voici le moustique qui ravage l'Afrique. L'anophèle femelle, responsable du paludisme. 1 million de morts par an, plus que le sida. Ses principales victimes sont les enfants de moins de 5 ans. Aujourd'hui, une revue médicale de référence annonce qu'un vaccin contre la forme la plus grave du paludisme donne des résultats encourageants. Ce n'est encore qu'un essai sur 2000 enfants au Mozambique, âgés de 1 à 4 ans. Mais il semble que dans 30% des cas, le vaccin réussit à bloquer le parasite transmis par le moustique, juste avant qu'il ne se multiplie dans le foie et n'infecte les globules rouges. C'est un énorme espoir, car la situation est préoccupante. Les parasites sont de plus en plus résistants aux médicaments, mais aussi aux insecticides que l'on utilise entre autres pour imprégner les moustiquaires. Mais prudence, par le passé, il y a déjà eu de nombreuses fausses annonces d'un vaccin contre le paludisme. Ce vaccin, dont l'efficacité est promise, attendue, mais souvent, en tout cas toujours retardée, presque toujours retardée, c'est pas encore pour aujourd'hui. Une seule certitude pour l'instant, si ce vaccin voit le jour, ce ne sera pas avant 2010. Quand on reparle de la pilule du lendemain comme contraceptif à disposition de jeunes adolescentes, globalement l'an passé, 800 000 boîtes ont été vendues ou distribuées par les infirmières scolaires, mais beaucoup de chemin reste encore à faire. Apparemment, la pilule du lendemain, pourtant gratuite pour les mineurs, rencontre une certaine résistance de la part des pharmaciens, comme le montre ce reportage partiellement en caméra cachée. Sophie Rodier, Carole Gréco. Dans le sillage de cette caméra cachée, 3 comédiennes. Elles ont 14 ans. Le scénario est simple, l'une d'entre elles a besoin de la pilule du lendemain. Ses 2 copines l'accompagnent à la pharmacie. Est-ce que je pourrais avoir la pilule du lendemain? C'est pour 7,60 €. C'est pas gratuit. Surprise, le pharmacien refuse de délivrer gratuitement le contraceptif d'urgence. Pourtant, la loi l'y oblige quand une jeune fille mineure le lui demande. Non mais attendez, arrêtez de me faire rire. Ne me dites pas que vous n'avez pas 7 € pour acheter une boîte de pilules. Cette fois, c'est la pharmacienne qui s'en mêle. Pas de pilule, dit-elle, en invoquant un prétendu problème de financement par la sécurité sociale. Fonctionner comme ça. Aujourd'hui, la Caisse de Paris ne paye pas. Voilà, c'est tout. Donc moi, je suis désolée, s'il y a des salariés qui sont payés, ben, pour les payer, il faut de l'argent. Et la mauvaise foi atteint des sommets quand la pharmacienne tente de temporiser. Pourtant, elle est censée savoir que cette pilule se prend le plus vite possible. C'est pas urgent aujourd'hui, ça peut attendre lundi. C'est pas urgent? C'est pas un rapport non protégé qui a lieu quand? Hier soir. Bon, et ben voilà.
Je veux bien vous aider, on a le Nord-les-Vaux, mais il n'est pas gratuit, il est à 7,20 €, je suis désolée. Et pourtant si, le Nord-les-Vaux est bien gratuit pour les mineurs depuis 2 ans. Mais dans les grandes villes, selon le Conseil de l'Ordre, la moitié des officines ne respectent pas cette loi. Une attitude choquante pour ce pharmacien, car le système fonctionne. Démonstration. On tape le nom du produit sur l'ordinateur, on lui confirme que la cliente est bien mineure. La manip prend 15 secondes, le pharmacien est remboursé en moins d'1 semaine. Mais avant de donner la pilule du lendemain, le pharmacien doit impérativement s'entretenir avec la jeune fille. Je suis tenu à vérifier qu'on est dans une situation d'urgence. C'est-à-dire qu'elle a eu un rapport non protégé dans les 72 heures qui ont précédé son arrivée chez moi. Et très souvent, d'ailleurs, je lui donne un verre d'eau et elle la prend dans la pharmacie. Délivrer un contraceptif à une mineure sans ordonnance. La loi a brisé un tabou, mais les mentalités n'ont pas toujours suivi. On est encore dans une situation de résistance idéologique de la part de pharmaciens qui devraient être des relais de prévention. L'accès à la contraception d'urgence a pourtant un but essentiel. Faire baisser le nombre d'avortements chez les mineurs, très élevé en France, environ 10 000 par an. La diététique fait son entrée en entreprise à l'exemple de PSA qui a pris l'initiative de lutter contre le surpoids de son personnel avec sur place, sur le lieu de travail, une incitation à modifier ses habitudes alimentaires. Jacques Deveau, Michel Hiver. Après une grossesse, Laetitia avait pris 15 kilos. Soucieuse de sa santé, elle a suivi les conseils de la diététicienne de l'usine. Résultat, 12 kilos de moins et un changement radical d'attitude face aux tentations. Si oppose, c'est juste un fruit, un yaourt maintenant, alors qu'avant c'était un café, un cappuccino avec des petits gâteaux. Et maintenant c'est terminé. Comme Laetitia, 900 salariés de l'usine ont accepté de faire un bilan nutritionnel. Les 3/4 ont changé leur alimentation. Les fruits, vous les utilisez en dessert quelquefois à la maison? Oui. Un groupe de 90 volontaires est même suivi régulièrement. 72 ont perdu du poids, plus de 4 kilos. Il faut justement montrer le côté plaisir de l'alimentation et de dédramatiser un petit peu certains messages assez restrictifs. Mieux se nourrir chez soi, mais aussi sur le lieu de travail. L'usine tourne 24 heures sur 24. Les horaires décalés favorisent le grignotage. Ainsi, la vente ambulante intègre désormais produits allégés, jus de fruits et yaourt à boire. Je mange plus actuellement, mais mieux. Je mangeais moins parce que je voulais pas grossir et ça n'y faisait rien, quoi. Au self aussi, on offre de l'allégé. En 6 mois, la consommation de légumes a doublé. S'intéresser aux assiettes des salariés peut sembler bien secondaire. Mais ici, la moyenne d'âge est élevée, 43 ans et demi. Le salarié en bonne santé, vieillit bien, se sent mieux, a un absentéisme moindre, gagne en employabilité et lui-même vieillit bien et peut partir à la retraite dans de bonnes conditions. Est-ce le rôle de la médecine du travail que de s'intéresser à l'alimentation? Chez PSA, on en est convaincu et on se dit prêt à poursuivre l'expérience. La prévention et la dissuasion sont peut-être les meilleures méthodes pour éduquer les futurs automobilistes. L'exemple de ces jeunes conducteurs en herbe qui ont rencontré des blessés de la route gravement atteints. Daniel Wolfram. Scène de la vie ordinaire à Tarbes, les 2 gamins viennent de brûler le rouge comme des milliers d'autres tous les jours sur les routes de France. Nous on est passé, c'était ouvert. Moi je suis passé. Tu vas finir comme Pinocchio, toi. Difficile de respecter le code quand on a 10 ans, alors bien sûr on aurait pu coller les 90 € d'amende aux parents, mais l'enfant va s'en tirer sans frais car l'expérience tentée sera pour lui plus dissuasive. Bon, moi je suis content dans un sens parce que vous le ferez plus, ça. Vous ferez plus de bêtises. Hein? Oui, mais nous, vous le ferez plus. Non, tu vas pas te faire engueuler parce que ça va être gratuit. Non, mais c'est pas payant. Ah, parce que tu as grillé le feu. Oui, voilà. Eh ben, ça sera bien. Elle fera bien de te gronder, ta maman. Rendez-vous est pris à Bagnères de Bigorre dans un centre de rééducation pour une rencontre bien insolite. Après être sorti du coma, je croyais avoir tous mes amis qui viendraient me voir. Et bien tout ça, j'ai plus personne. J'ai plus de voiture et tout. Mais je vois, j'ai plus une vie comme vous. Pourquoi? Parce que je peux plus sortir, parce que je conduis pas. Et après même sentimentalement, les mecs viennent pas vers moi. Notre jeune, avec bien d'autres, ils ont tous commis de petites infractions, sont confrontés à de grands accidentés de la route. C'est pour vous dire que ça, c'est ce que j'ai toute la journée. Au niveau de ma jambe,
Je ne sais pas quand c'est que je fais pipi. Par rapport à ne plus marcher, il y a une partie de moi qui est morte, qui ne vivra plus. C'est mort, ça ne revient pas. Et les enfants non plus n'en ressortent pas intacts. Ça choque. Je ne pensais pas du tout que c'était comme ça. C'est dur à vivre ce qu'ils ont. Je grillerai plus les feux rouges là. Et qu'il faut faire plus attention sur la route. Un voyage dans le temps avec cette rétrospective Citroën au Musée national de l'automobile de Mulhouse. Des premières 2 chevaux DS, Anouk Burel et Jean-Pierre Pasteur ont rencontré un collectionneur. La DS, certains disent qu'elle est tombée du ciel cette voiture. Bernard, lui, est tombé dans le mythe et voyage dans le temps. La police avec ses voitures et les gangsters aussi. Ils se faisaient la chasse. Au compteur du collectionneur, des Citroën, encore des Citroën. Dans son garage, 19 voitures d'époque et des centaines de toutes petites amassées amoureusement depuis 40 ans. Parmi elles, une réplique de la toute première 2 chevaux, 1948. Elle est née le même jour que moi. Elle a été présentée au Salon de l'Auto, à la presse, au Salon de l'Auto, le 4 octobre, le jour de ma naissance. Avec l'automne, voici revenu le Salon de l'Automobile, inauguré par le président de la République, la 2 chevaux Citroën, traction avant, et dans cet esprit l'un des clous de cette manifestation, après en avoir été le mystère. Et la voilà, avec son prototype, star de l'exposition Citroën, au musée de l'automobile. De 1919 à nos jours, souvenir, la Méhari de 68, la DS de 57, la version break en balle les familles en 1959. C'est la voiture du bonheur, cette voiture. Oubliez le reportage, réfléchissez, regardez-la bien. Sérieusement, entre nous, vous n'aimeriez pas cette voiture? Il y a beaucoup de choses qu'on a voulu mettre en valeur dans cette exposition, mais c'est vrai qu'on est un peu à la recherche du temps perdu. Chacun y retrouvera une part de sa jeunesse, une part de son enfance. Et l'exposition se termine avec cette voiture du futur, le prototype de l'année. Une curieuse rencontre, comme le fut la 2 chevaux en son temps. À la bougie, comme à l'époque de Molière et dans la langue originelle, le bourgeois gentilhomme, où se mêlent musique, chant, danse et théâtre, un spectacle au charme indéfinissable au théâtre L'Apostrophe à Pontoise. Emmanuel Lambert, Vincent Bouffartigue, Frédéric Basile. Quelques notes de musique fastueuse et la lumière fut. Le rituel date de plus de 3 siècles. Le bourgeois gentilhomme jouait comme au temps de Molière et de Lully, dans la langue de l'époque et surtout à la fragile lueur des bougies. Eh bien, messieurs, qu'est-ce? Me ferez-vous voir votre petite drôlerie? Ça amène une énergie, une concentration que n'amène pas la lumière électrique. On a la chaleur, on peut jouer avec la chaleur de cet éclairage, avec aussi l'aspect très vivant de cette lumière. On peut sentir les ombres sur le visage et sur les mains, et effectivement, on va aussi travailler avec ça. 1670, on présente cette comédie-ballet pour divertir le roi Soleil. Réunion sur une même scène de 2 arts, la musique et le théâtre. C'est Lully et Molière qui ont eu cette idée de coudre ensemble donc les deux disciplines pour faire un spectacle avec des comédiens, des danseurs, des chanteurs. Vos 2 lèvres s'allongent comme si vous faisiez l'amour. D'où bien que si vous la voulez faire à quelqu'un et vous moquez de lui, vous ne sauriez lui dire que... Cela est vrai. Oh, que n'ai-je étudié plus tôt pour savoir tout cela? Donner le bourgeois gentilhomme dans son intégralité, c'est vraiment, d'une certaine manière, rendre justice à l'œuvre commune de Molière et Lully, qui c'était leur 11e comédie-ballet, donc ils avaient vraiment de l'expérience dans le domaine et ils avaient eu le temps de vraiment trouver toutes les variations possibles. 9 comédiens, 7 chanteurs, 6 danseurs, 24 musiciens. Un spectacle de 4 heures qui nous ramène, par enchantement, 3 siècles en arrière. Ils sont à la fois clowns, mimes, acrobates et comédiens. Ils se réclament des Marx Brothers, de Jacques Tati ou encore de Buster Keaton. El Tricycle est de retour en France, au Théâtre de Paris. Un spectacle étourdissant. Claude Crespo, Abdelzouyesh. N'importe où. Par exemple, Puerta del Alcalá à Madrid. Pour ce trio, tout est prétexte à un gag. Une terrasse, et voyez ce qu'ils font avec des chaises. Un meuble banal qui leur a donné l'idée de leur nouveau spectacle.
ça commence avec le monde à l'âge de pierre. Voici leur version des chaises musicales ou des chaises moutons. Avec une idée aussi simple, très vite le trio a su qu'il avait gagné. Pour les enfants, la chaise, ça peut être un jouet comme les autres. Nous sommes partis de ce constat pour l'intégrer dans notre spectacle. Oser faire rire d'une chaise électrique, il n'y a que. Elle tricycle une trinité avec une seule arme, le rire. Et une garantie avec leur formation de mime, un gag toutes les 30 secondes. 3 amis, pour autant 3 personnalités originales. Au quotidien, tous trois nous rions de choses différentes. Mais dès qu'il s'agit d'humour dans le théâtre, notre approche est totalement identique. Et même sans chaise, ça marche aussi. 25 ans que cette triple liaison dure. Et ils ne sont toujours pas blasés. La preuve, ce rituel à la fin de chaque spectacle, ils tiennent à remercier individuellement leur public. Ainsi se termine ce journal. Je vous remercie de votre attention. Tout de suite, la météo présentée par Nathalie Riouet, puis le point route Valérie Maurice. 20h55, la crime, minuit 40, le dernier journal Laurence Piquet. Demain à 7h, Danté au café, Catherine Sellac recevra Maurice Mimoun, chirurgien plastique. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver dès 13h. Excellente fin de soirée sur France 2.